Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de cette lecture du livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Nous entamons l'épisode 12 qui s'intitule « Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérables ». La citation du jour « Soyez humain si vous voulez être original, plus personne ne l'est ». Max Jacob. C'est parti. J'avais 11 ans, l'âge des amours innocentes et, pour moi, quelque peu compliqué. Je tombais amoureux de garçons qui, eux, comme presque tous les garçons de la cour de récréation, aimaient les filles. J'avais 12 ans quand, un jour, j'ai hurlé tout seul dans la cour de récréation. J'ai hurlé parce que je n'en pouvais plus de la dureté de ce monde où j'étais comme un ovni. Mon seul rayon de soleil était le sentiment que j'éprouvais pour un camarade de classe. J'étais amoureux de lui et je lui avais confié que les filles ne m'intéressaient pas. Ce matin-là, je ne lui avais rien dit d'autre. On s'est regardé longuement. J'avais senti qu'à lui, je pouvais le dire. En effet, il a continué d'aimer les filles, mais il ne m'a pas rejeté. Je suis resté son ami. Mais je ne pouvais pas le dire à tout le monde. Avec mes parents, c'était un jeu de dupes. Je pressentais que mon homosexualité serait, pour eux, la catastrophe. Ils en étaient en effet terrorisés et en parlaient parfois à table comme d'une maladie, une monstruosité pathologique. Je craignais de les heurter. Je ne voyais cependant pas vraiment où se situait le problème. Être amoureux est l'une des plus belles expériences. J'ai appris à taire ma différence, mais je continuais d'aimer, et j'en étais à chaque fois ébloui. Quand on aime, on est pris dans une lumière, on n'est plus soi-même, on sort de soi pour rencontrer l'autre, on se redécouvre vivant. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai revu, par hasard, le camarade de classe de mes 12 ans. Nous nous sommes souvenus de la scène dans la cour et il m'a dit qu'il savait alors que j'étais amoureux de lui. Il le savait, mais j'étais resté son ami. Il avait été marqué par mon courage à lui parler aussi directement et à lui faire ainsi confiance. De ce jour, j'ai commencé à m'assumer vulnérable, fragile, trop sensible. Je n'ai plus cherché à cacher les larmes quand elles me montaient aux yeux. Je n'ai plus cherché à m'endurcir à tout prix par crainte de recevoir des coups, et j'ai commencé à rire de cet adage populaire qui nous enseigne que le cœur se brise ou se bronze. Lorsqu'on est frappé, blessé, trahi, nous tendons à nous endurcir, à ne plus vouloir nous ouvrir. C'est jeter le bébé avec l'eau du bain, renier une part de notre propre humanité. Il y a un autre chemin, trouver la force de ne pas s'endurcir. S'aguerrir et s'endurcir sont deux choses différentes. On confond beaucoup de choses par les temps qui courent. Je crois que je m'aguerris chaque jour, mais je ne m'endurcirai probablement jamais, écrit Etty Hillesum en 1942 dans son journal. S'aguerrir, c'est trouver une certaine forme de solidité pour continuer à prendre des risques, aimer, s'émerveiller et espérer. S'endurcir, c'est mettre des couches de béton sur son cœur et se refermer jusqu'à manquer la vie. C'est refuser la fragilité inhérente à l'être humain, constitutive de son humanité. C'est refuser d'être humain pour n'être plus que la carapace derrière laquelle on a décidé de se protéger, par manque de confiance en soi, en la vie, en se coupant automatiquement de tout ce qui nous entoure. Ému par la fragilité de la rose, craignant qu'elle ne s'enrhume ou qu'elle ne soit agressée, le petit prince la mettait à l'abri sous un globe après l'avoir arrosée. Elle-même, ainsi protégée, le torturait par ses caprices toujours renouvelés. Jusqu'au jour de son départ, quand la rose, le cœur enfin à nu, admet qu'elle a été sotte. « Il faut bien, lui dit-elle, que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. » Entendons-nous. Accepter ses faiblesses ne signifie pas s'écrouler à tout moment en pleurs, ni abandonner ses griffes et se retrouver démuni quand approchent les grosses bêtes. S'autoriser à être sensible n'implique pas de se laisser submerger par toutes les souffrances du monde, mais se donner l'autorisation d'être secoué, ému, épouvanté, en colère contre l'injustice, le malheur et le mal. Être vulnérable n'est pas une faute, c'est une formidable capacité d'être touché. Mais nous avons honte d'être comme nous sommes. La honte est le visage social de la culpabilité. Nous nous sentons coupables d'être comme nous sommes, nous nous torturons pour essayer d'être mieux, nous nous empoisonnons la vie. Au fond, de quoi devrais-je me sentir coupable? Il ne faut pas se consoler. La vérité, c'est d'être inconsolable et heureux, écrit Beauchot avec beaucoup de justesse. Inconsolable de toute la douleur, la nôtre et celle du monde. Être inconsolable, c'est faire la paix avec sa blessure et ouvrir ainsi la possibilité d'un bonheur profond et réel, tout à fait différent mais tellement plus beau que le bonheur caricatural qui nous est aujourd'hui
tant vanté, qui implique d'avoir surmonté toutes ses failles, tous ses défauts. Être bien dans sa peau signifierait-il être lisse et sans vague aucune ? Baliverne, lequel d'entre nous ne porte pas ses faiblesses ? Tant qu'il les considère comme des faiblesses, elles continuent d'être des faiblesses, voire des handicaps. Si nous acceptons de les prendre à bras-le-corps, de les accepter, de les aimer même, et elles se transforment en ressort pour avancer. Être bien dans sa peau, c'est être bien avec tout ce que l'on est. La pratique de la méditation, assis, le dos ferme et solide, la poitrine tendre et ouverte, exprime avec justesse l'attitude que j'ai adoptée face à la vie. J'ai acquis de la solidité, mais je ressens de la tendresse. Il m'arrive de pleurer, mais quelque chose en moi tient au-delà des pleurs, précisément parce que pleurer ne me gêne pas. C'est une expérience que je peux vivre et qui me dit quelque chose que j'ai à écouter. Voilà ce qui constitue ce que je nomme la troisième voie. Ni rejeter sa vulnérabilité, ni en être écrasé. Regardez et vivez vos émotions avec douceur et humour. Le fait de les reconnaître, de les admettre, les empêchera de vous submerger. Vous êtes triste ou ému. N'ayez plus honte de le dire, de le vivre. Il est tellement vain de croire que nous pourrions supprimer telle émotion que nous ressentons comme si nous avions le contrôle de tout ce que nous éprouvons. C'est là une prétention insensée. En devenant ami avec ma propre fragilité, j'ai découvert un fait que j'ignorais tant que je cherchais à me barricader. Je ne suis pas le seul être sensible ou vulnérable. Nous le sommes tous, à des degrés divers. Nous le cachons plus ou moins car nous en avons honte. Nous vivons notre fragilité comme une tare, comme une expérience traumatisante, d'un manque d'amour ou de je ne sais quelle autre cause que nous essayons de faire remonter en surface en fouillant dans notre passé. Je l'ai fait aussi, imputant ce que je considérais être une faille au manque de présence de mes parents qui travaillaient très dire tous les deux jusqu'à des heures impossibles, week-end compris, et ne prenaient jamais de vacances. Je m'analysais, j'accusais jusqu'à ce que j'ai fini par comprendre que la fragilité est inhérente à l'humanité. Elle est la dignité du cœur humain. Finissons-en avec l'idée des super-héros en acier qui existent, mais que nous n'en faisons pas partie. Il y eut un temps où les super-héros eux-mêmes assumaient leur fragilité. Ils étaient des êtres humains incroyablement humains. Achille, le héros de la guerre et de Troie, se met en colère d'une manière complètement déraisonnable, mais sa fougue lui permet aussi d'être l'incomparable héros grec d'une si délicate tendresse. Lancelot est amoureux de la femme du roi Arthur, ce qui ne l'empêche pas d'être le chevalier au cœur pur, prêt à braver aussi bien les dangers que les conventions. Perceval le Gallois est un jeune homme mal dégrossi et un peu frustre, mais dont l'innocence lui permet d'être libre des petits calculs et des stratégies étroites de vaincre avec élégance. Trop de nos héros contemporains sont des êtres sans fragilité ni faille. Iron Man et Robocop, par exemple, nous renvoient une image de l'héroïsme dénuée de sa dimension humaine. Ils sont, du reste, des héros parce qu'ils sont des machines impitoyables plutôt que des humains. L'héroïsme qui consistait à laisser éclore toute son humanité est devenu aujourd'hui son absence totale. Le message qui nous est ainsi délivré est qu'il nous faut liquider en nous une vulnérabilité devenue honteuse. Mais nos super-héros restent aussi, malgré tout et fort heureusement, le pompier en larmes après avoir sauvé un enfant d'une maison en feu. Ce pompier-là ne nous touche pas autant par sa vaillance que pour son moment de faiblesse, en ce qu'il réveille d'une part de notre humanité enfouie. Pourquoi nous obstinons-nous à nous refuser ce que nous admirons pourtant chez les autres ? Au milieu des flammes, ce pompier a révélé une solidité qu'il ignorait peut-être lui-même posséder. Aguerri, fort, il ne s'est pas endurci. Sans doute parce que, aguerri, il s'est autorisé à exprimer la fragilité que nous réprimons. Derrière nos écrans, nous voyons celle-ci comme une grandeur. 25 ans de méditation m'ont aidé à admettre que mes différences, mes difficultés, ne sont pas une histoire et qu'il n'y a aucune raison d'en faire une histoire. Je me sens plus obligé de m'insérer dans une case bien lisible et je suis fier de vivre dans un pays où, malgré la pression que j'ai décrite, j'ai la possibilité de vivre comme je l'entends, d'aimer qui je veux. Comment faire, me demande-t-on régulièrement, pour réussir à surmonter cette honte que nous avons de notre fragilité ? Je vais être sincère. Je ne dispose pas d'une recette magique ni d'un plan bien ordonné, dont il suffirait de suivre les étapes l'une après l'autre pour apprendre à s'assumer. Ce serait contraire au sens même de ce que j'ai compris. Je dispose en revanche de l'exemple du cheminement de ceux qui ont pratiqué avec moi depuis une quinzaine d'années. Chacun à son rythme, avec son vécu, ses failles, ses peurs et parfois ses terreurs. Je les ai tous vus s'ouvrir à la joie de pouvoir être tels qu'ils sont, de se foutre la paix, au moins un moment. Je les ai vus comprendre que la méditation n'est pas une technique avec son mode d'emploi à suivre à la lettre. Elle n'est pas destinée à rendre plus efficace, ni plus solide, ni plus grand, ni plus autonome. Je les ai vus en accepter les aléas,
prendre des risques, oser être qui ils sont, et se départir de la peur de ne pas y arriver. Je les ai vus apprendre à exister. L'épreuve de la pratique libère de bien des armures et des boulets inutiles. La méditation, pour cette raison, n'est certes pas toujours confortable, elle est toujours libératrice. Elle est libératrice justement parce qu'elle ne nous fait pas entrer dans un moule, elle ne nous demande rien, elle ouvre un espace où nous sommes autorisés à nous foutre la paix. J'ignore s'il faut méditer tous les jours ou 2 fois par semaine, je sais seulement que la méditation est perdue d'avance si on l'installe dans notre vie comme une nouvelle consigne. Peu importe si vous n'arrivez pas à méditer certains jours, si parfois en vous asseyant il vous arrive de vous lever aussitôt. N'essayez pas de relever un défi ou de tenter de réussir quoi que ce soit. Cette liberté, vous ne pourrez pas la prendre, mais vous pouvez vous l'accorder. Elle s'offre à vous, mais il faut un peu de temps pour l'accepter. C'est la fin de cette lecture, de ce nouveau chapitre. Dites-moi alors ce que vous en avez pensé. Je suis plutôt d'accord avec certains aspects encore de ce livre où il ne faut pas s'imposer de la méditation, mais aussi ce qu'il a pu évoquer par rapport à son passé, essayer de remettre ça sur la faute de certaines personnes, de chercher un malheur qui a pu nous arriver quand on était plus jeune et pourquoi on est comme ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas forcément une bonne solution, je pense. Bon, enfin après, encore une fois, je ne suis pas professionnel, mais ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à le partager également en commentaire. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si tel est le cas, et à la prochaine. À plus!